Ici Satou. Il est important d'être toujours préparé. Mais si on en fait trop, on risque de se retrouver avec un tas de bagages inutiles. Je pense que la meilleure approche est de faire des simulations mentales spécifiques. Bon retour, monsieur. En quittant le labyrinthe, nous avons croisé mademoiselle Jenna Desbelzelles, qui dirigeait un groupe d'élèves de l'école des explorateurs. Dis donc, Jenna, tu pars pour un entraînement sur le terrain? Oui, c'est notre première fois. Jenna semblait presque aussi nerveuse que les élèves derrière elle. Peut-être devrais-je envoyer un ou deux de mes enfants avec elle? J'étais un peu inquiet qu'elle soit seule aux commandes pour la première fois. C'est Usasa et Rabibi, et Gogaru, monsieur. Tama et Pochi ont repéré des amis parmi les boursiers, trop nerveux pour leur faire un petit signe de la main. Vous voulez venir avec eux, Tama et Pochi? On peut faire pipi? Je veux y aller, monsieur. Je leur avais fait enfiler leur tenue normale avant de retourner à la section 1 avec retour, il était donc probablement prudent de les laisser se montrer au combat. Au cas où, cependant, je les ai avertis de ne participer au combat que si la vie de quelqu'un était en danger. Désolé, Jenna, mais ça te dérangerait de les emmener avec toi? Je serais ravie de les avoir, mais tu es sûre? Ils n'ont pas besoin d'une pause après être déjà restés si longtemps dans le labyrinthe? On est fin prêt? Pochi pourrait rester dans le labyrinthe pendant des mois, monsieur. Tama et Pochi bombèrent le torse en s'essuyant la bave au menton. Ils étaient probablement impatients de manger de la viande grillée dans le labyrinthe tous les jours. On amène des enfants qui ne sont même pas élèves. Ils pensent que c'est un jeu? J'entendis quelques élèves grommeler entre eux. Vous allez ravaler ces mots plus tard, bande d'idiots. Ouais, vous n'imaginez pas à quel point Miss Tama et Miss Pochi sont géniales. Les enfants qui avaient déjà vu Tama et Pochi en action lancèrent un sourire malicieux aux autres. On reviendra, je ferai de mon mieux, monsieur. Indifférents aux commentaires des élèves, Tama et Pochi nous saluèrent d'un grand signe de la main et entrèrent dans le labyrinthe avec Jenna et les autres. Sur le chemin du retour, nous avons pris des nouvelles d'Irunia et des élèves de l'école des explorateurs et avons apporté de la viande de grenouille à l'orphelinat en souvenir. Apparemment, il y avait eu des visiteurs indésirables au manoir pendant notre absence, notamment des personnes qui faisaient campagne pour rejoindre notre expédition de maîtres d'étage et des voleurs en herbe pendant la nuit, mais les gardes du vice-roi s'étaient occupés des premiers, et les seconds ont été attrapés par des élèves qui campaient dans le cadre de leur entraînement. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, mademoiselle Irunia Desbelzelles apparut avec un groupe d'hommes bêtes à sa suite, 2 hommes lapins et un homme rat. Monsieur, cette bande de ratés, c'est la fête de la flèche fugueuse dont je vous ai parlé. Ne nous traitez pas de perdants. Pourquoi pas? De toute façon, monsieur, ils sont criblés de dettes depuis l'incident du déchaînement de fourmis, tout comme nous. D'après Irunia, ils étaient là quand nous avons rencontré les ailes adorables lors de l'incident du déchaînement de fourmis dans le labyrinthe. Je ne me souvenais ni de leur nom ni de leur visage, mais contrairement à ce méchant Bessot et sa bande d'explorateurs ignobles, je me souvenais qu'ils nous avaient prévenus de courir en nous croisant. Bon, on pourrait discuter d'un emploi à long terme chez. Alors que je commençais à parler, quelque chose d'étrange dans l'air qui nous entourait. Juste au moment où je vérifiais les alentours, une volée d'oiseaux s'est envolée de tous les arbres voisins en même temps. Waouh! Qu'est-ce que c'était? Les oiseaux. Avant qu'Irunia ait pu finir, le sol a tremblé. La magnitude devait être d'environ 3, selon la théorie terrestre. Ma compétence, détection du danger, n'a pas réagi. Mais j'étais encore un peu inquiet, alors j'ai ouvert ma carte pour chercher quelque chose d'inhabituel. Le seul changement majeur était la disparition du maître d'étage de la strate intermédiaire, probablement vaincu par Monsieur Gélil et son groupe. Pour une raison inconnue, peut-être parce que je les avais sauvés en tant que Kuro pendant leur combat, j'avais gagné des titres comme maître d'étage tueur, labyrinthe de Célivra, strate intermédiaire et maître d'étage tueur d'empereur Lierre de glace. Waouh, c'était un sacré coup. Les tremblements de terre sont fréquents par ici? Des tremblements de terre? Si tu parles de tremblements de terre, il n'y en a qu'un toutes les 2 décennies. Alors, de quoi s'agissait-il? On aurait dit le présage d'un seigneur démon, alors j'ai activé « Vision miasmatique » pour voir si quelque chose d'inhabituel me semblait anormal, mais il n'y avait pas une seule miasme nulle part. Non, en fait, c'était d'une propreté suspecte. On aurait dit que le labyrinthe collectait aussi les miasmes dont il avait besoin de l'extérieur. Soudain, le jeune homme chien à la fourrure violette, Corbeau, me vint à l'esprit. Peut-être que lorsqu'il a disparu comme un fantôme, c'était parce qu'il avait été invoqué dans le labyrinthe avec le miasme qu'il absorbait. Je n'avais aucune preuve pour étayer cette théorie, mais pour une raison inconnue, c'est l'idée qui m'a traversé l'esprit. Monsieur? Oh, pardon, je me suis un peu perdu dans mes pensées. Je secouai la tête, chassant les questions sans réponse qui me trottaient dans la tête, et revins à mon sujet. Comme Irunia vous l'a peut-être dit, votre première semaine sera une période de formation. Tant qu'il n'y a pas de problème cette semaine-là, vous serez embauché comme instructeur. Si vous décidez de démissionner, veuillez me prévenir 2 semaines à l'avance.
Les 3 flèches fugitives acquiescèrent. À en juger par leur dette actuelle, je pourrais probablement compter sur elles pour enseigner pendant au moins 3 mois. Maintenant que nous avions plus d'instructeurs, je devrais probablement commencer à embaucher du personnel, comme des secrétaires et un directeur, avant la réouverture complète. Le maître de guilde pourrait peut-être m'aider? Le rugissement du dragon rouge a vaincu un directeur d'étage. 3 jours après notre retour à la surface, j'entendis cette annonce par la fenêtre du bureau du maître de guilde alors que nous discutions du recrutement d'un directeur pour l'école des explorateurs. L'information était donc déjà parvenue à Labyrinth City. On dirait qu'ils t'ont devancé, Satou. Le maître de guilde se tourna vers moi par la fenêtre et sourit. Je n'en attendais pas moins de Sœur Gélil et de sa belle compagnie. Elle essayait visiblement de me provoquer, mais je ne mordis pas à l'hameçon. Allons, mon gars, comment fais-tu pour être toujours aussi détendu? Eh bien, ce n'est pas vraiment une compétition. La personne qui criait dehors semblait avoir été envoyée en avant par le groupe de Gélil. Monsieur Gélil et le reste de son groupe étaient encore dans la strate moyenne, ils ne reviendraient donc probablement pas avant un jour ou 2. Je me demande combien d'entre eux reviendront vivants. La maîtresse de guilde semblait angoissée. Elle les considérait probablement tous comme ses petits-enfants. La laissant à ses pensées, je vaquais à mes occupations les jours suivants. Entraînement avec Mia l'après-midi pour qu'elle atteigne le niveau 50 comme le reste du groupe et, le soir, production en série d'épées magiques destinées à la vente et de dirigeables à livrer, ou travail sur de nouveaux équipements pour mes compagnons. Quelques jours plus tard, Monsieur Gélil fit son retour triomphal en ville. Les alentours des portes du labyrinthe étaient bondés de gens espérant le voir revenir de leurs propres yeux. Ceux qui ne pouvaient pas entrer sur la place se pressaient vers les stands de nourriture ou devant la guilde. Bientôt, des acclamations s'élevèrent du premier rang. D'après ma carte, aux dernières nouvelles, Monsieur Gélil et son expédition avaient émergé des portes. Montez ici, Monsieur Chevalier. Ouais, vos petites dames n'y voient rien, je parie. Des connaissances exploratrices nous ont interpellés depuis le toit d'une boutique voisine, alors j'ai accepté leur généreuse offre. Merci beaucoup, la vue d'ici est vraiment magnifique. Oui, même si on n'entend rien. L'explorateur barbu a souri. D'en haut, nous avons vu Gélil et ses compagnons monter sur une estrade qui semblait avoir été installée spécialement pour l'occasion. Il portait une armure flambant neuve et une cape cramoisie, il avait donc dû se changer avant de quitter le labyrinthe. Des sièges spéciaux étaient réservés aux nobles qui avaient soutenu l'aventure du groupe. L'épouse du vice-roi les avait également soutenus, mais je ne l'ai pas vue, probablement parce que Gélil allait lui rendre visite, ainsi qu'au vice-roi, plus tard. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour fêter notre retour. Mon talent, oui fine, a capté les paroles de Gélil. 7 explorateurs de haut niveau se tenaient fièrement derrière lui, probablement les membres clés qui avaient joué le plus grand rôle dans la défaite du maître d'étage. Le reste du groupe qui avait participé se tenait derrière la plateforme. Vu la taille de leur groupe lorsque nous les avons vus entrer, leur nombre semblait avoir considérablement diminué. Nous avons vaincu le maître d'étage de la strate intermédiaire, connu sous le nom d'empereur du lierre de glace. Pendant que Monsieur Gélil parlait, l'un des membres clés brandit une sphère écarlate de la taille d'un ballon de plage. Regardez, le cœur de l'empereur du lierre de glace. La foule explosa d'acclamations, rendant difficile l'écoute des paroles de Gélil. Même ma compétence, oui fine, ne parvenait pas à le déchiffrer dans le vacarme. J'ai donc demandé à Arisa d'utiliser le sort de magie spatiale clairaudience et mon sort original partage d'informations, basé sur le sort discussion tactique, pour que notre groupe puisse entendre sa voix. Après avoir présenté les participants et décrit leur dur labeur, Gélil lut les noms de ceux tombés au combat, raconta leur courage et demanda à un prêtre de l'expédition d'accomplir des rites pour les morts. Maintenant, pour ceux qui souhaitent connaître les détails de notre vaillante bataille, nous laisserons les ménestrels s'en occuper plus tard. Pour l'instant, nous allons vous révéler ce que la plupart d'entre vous attendent, le butin remporté auprès du maître de chapiteau. Le premier objet que Gélil sortit fut une élégante épée à une main. L'épée magique d'attribut feu que je lui avais prêtée pendait à sa taille. Voici une épée de glace, le croc d'arbre de glace. Il la chargea de magie, et la lame d'argent produisit une rafale de neige blanche, des cristaux de glace fleurissant autour. Les acclamations de la foule étaient si fortes que je ne saurais dire s'il était excité ou furieux. Pourtant, je pensais qu'une épée de glace engelurerait la main à la longue. Peut-être si on l'utilisait avec un gant épais et résistant au gel? Ce prochain objet est de taille. Un autre explorateur prit la relève de Gélil pour présenter le reste du butin. On y trouvait diverses armes, comme une hallebarde à effet éclair, et des objets magiques de toutes formes et de toutes tailles. Les nobles femmes présentes dans la foule poussèrent des cris de joie en voyant des objets comme un rubis de la taille d'un œuf ou une tiare ornée d'une grande émeraude. Des lingots d'adamantite et d'acier de Damas déclenchèrent les cris des marchands barbus. Si c'était avant ma visite dans la forêt de Bolénan, j'aurais certainement applaudi avec eux. En fait,
J'ai observé calmement la présentation du butin, mais je n'ai pas pu retenir une exclamation en voyant le groupe d'objets suivant. Oh! Ensuite, nous avons 3 parchemins. Le sort de magie d'invocation invocation vision, le sort de magie fantôme création de morts-vivants inférieurs et le sort de magie spatiale transfert de matière. La foule ne semblait pas très enthousiaste, mais je mourais d'envie de mettre la main sur ces parchemins, surtout le dernier. Je ne pourrais probablement pas m'en servir pour fabriquer des outils magiques, mais il semblait utile pour livrer des lettres ou des preuves sous le déguisement de Kuro ou pour appréhender des criminels. Maître, on dirait qu'il y a des orbes de dons ensuite, dit Arisa. Je me demande s'ils auront quelque chose de bien, répondis-je. Il semblait y en avoir 3, il était donc possible que l'un d'eux contienne quelque chose d'utile. Le premier orbe contient résistance au poison, un atout précieux pour quiconque se soucie de sa santé. Vous voulez parler des nobles qui craignent d'être empoisonnés? Le deuxième orbe contient de la magie de lumière, la célèbre signature des chevaliers sacrés. Cela a suscité les acclamations des explorateurs, des marchands et des nobles. Alors que j'avais bu un verre avec mademoiselle Elmina des 8 épéistes de Shiga et ses chevaliers sacrés, ils m'ont expliqué que la magie de lumière était nécessaire pour devenir chevalier sacré, et que les orbes de magie de lumière étaient donc vendus à des prix exorbitants. Et le dernier orbe est. L'explorateur qui présentait les objets s'est figé. Ce devait être un objet vraiment incroyable. Non, bon, je dis ça. C'est la marque d'un véritable maître épéiste, un orbe de lame magique, au orbe. Ah, les explorateurs et les marchands ont rugi si fort que j'ai cru que la terre allait trembler à nouveau. Le bruit était si fort que les oiseaux du coin se sont envolés. Arisa m'a tiré par la manche et m'a tendu un mot manuscrit. 1. Vraiment? C'est gentil. 2. S'il te plaît, donne-le-moi. 3. Je te le prendrai, même si je dois te tuer. C'était une référence à un célèbre arbre de dialogue d'un jeu vidéo. Personne n'irait aussi loin pour un seul orbe, n'est-ce pas? Enfin, je comprendrais sans doute s'il contenait champ. On y est. Un défilé de célébration avait lieu après la présentation du butin, alors je suis allé le voir avec mes compagnons. Une succession de belles jeunes femmes arrivèrent en premier, vêtues de façon ostentatoire et dispersant des pétales de rose. Viennent ensuite Monsieur Gélil et ses compagnons, resplendissant dans leurs armures rutilantes, suscitant acclamation et envie chez les jeunes explorateurs présents. C'est un sacré accueil, bien sûr, mais tu sais que tu ne seras pas toujours là à regarder, n'est-ce pas? Quoi? Lulu cligna des yeux vers Arisa. Une fois qu'on aura vaincu un maître d'étage dans la couche supérieure, on sera les victimes de tout ça. Alors il faut qu'on commence à penser à nos tenues maintenant. Arisa sourit. Miaou? On va faire comme ça, monsieur? Les yeux de Tama et Pochi s'écarquillèrent. Mais bien sûr, s'exclama Arisa d'une voix désuète. Très bien, c'est incroyable, monsieur. Tama et Pochi levèrent les bras au ciel. Il va falloir qu'on travaille encore plus dur en attendant, alors. Ouais, oui, monsieur. Au mot de Lisa, Tama et Pochi prirent des poses théâtrales. On va réussir, je le déclare. MM. D'accord. Oui, faisons de notre mieux. Les autres filles rejoignirent le trio d'hommes bêtes pour déclarer leur résolution. Allez, les gars, on y va. Ouais, Arisa leva le poing, son enthousiasme contagieux incitant les autres à faire de même. Et comme ça, nous nous dirigeâmes vers le labyrinthe. D'accord, je reviens tout de suite. Une fois arrivés dans le labyrinthe, nous nous sommes rendus dans une zone peuplée de monstres relativement puissants afin que le groupe puisse s'entraîner avec leur équipement, que j'avais fini de peaufiner. Les épées de Nana, Tama et Pochi avaient été modifiées pour utiliser un alliage principalement d'oricalque, elles étaient donc désormais aussi brillantes que l'armure. Les épées nécessitaient désormais plus de magie pour se dilater et se contracter, mais leur puissance avait augmenté de 30%. J'avais également utilisé du bleu pour les circuits magiques, les faisant ressembler à une épée sacrée, comme la lance-griffe de dragon de Lisa, dont j'avais simplement modifié le manche en oricalque. J'espérais trouver bientôt un moyen d'améliorer la lance-grillon magique de Lisa, car elle souhaitait continuer à l'utiliser. J'invite vos professeurs et je voudrais aussi faire un saut à la capitale royale. J'avais prévu d'inviter les professeurs elfes à assister au triomphe des filles sur un mètre d'étage. Vous organisez aussi les troupes factices? Ça va prendre du temps? Non, je serai de retour ce soir. Arisa voulait trouver d'autres membres pour combattre le maître d'étage aux côtés de notre groupe. Il serait franchement anormal qu'un seul groupe de 8 personnes puisse vaincre un maître d'étage, alors je prévoyais d'employer des poupées vivantes, que les elfes de Bolénan utilisaient souvent pour la main-d'œuvre. Naturellement, les filles seraient les seules à se battre. Ah oui, assure-toi de ne pas t'approcher de l'hydre mage, car elle peut utiliser une attaque hypnotique. J'ai lancé un dernier avertissement avant de partir. Ce monstre possédant une capacité de neutralisation magique spécifique à la race, il ferait un bon simulacre de combat pour un maître d'étage, mais je leur ai interdit de le combattre par peur de ce qui pourrait arriver si elles étaient hypnotisées et s'attaquaient entre elles. Oh, allez, ce voile nous protégerait de toute façon, non?
Arisa a pointé du doigt le voile que j'avais ajouté à sa nouvelle armure. Comme les têtes de l'arrière-garde n'étaient pas suffisamment protégées, j'avais fabriqué un diadème avec un long voile pour les protéger lors du combat contre le maître d'étage. Contrairement à un délicat voile de mariée en dentelle, celui-ci était fait de fibres d'oricalque dorées, aussi résistant aux attaques physiques et magiques qu'il était beau. Je n'en suis pas sûre. Attendons mon retour pour le tester. D'accord. J'avais amélioré l'armure des filles pour qu'elles résistent à l'hypnose, au mauvais œil, etc. Mais on n'est jamais trop prudent. J'ai décidé de m'arrêter à l'île du Paradis en route vers la forêt de Bolénan. De nombreuses rumeurs circulaient ces derniers temps sur la résurrection de Seigneur Démon, alors je voulais obtenir des informations sur l'un d'eux, le Seigneur Démon à tête de chien. Rei, qui vivait sur l'île du Paradis, était la dernière survivante de la dynastie Lalaki et était en vie il y a environ 20 000 ans lors de la dernière activité du Seigneur Démon à tête de chien. Le Seigneur Démon à tête de chien? Rei baissa les yeux, désespéré. Oui, je voulais savoir quel genre de Seigneur Démon il était. Je n'ai jamais été sur le champ de bataille, donc je ne peux pas affirmer avec certitude sa force. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il était assez fort pour abattre facilement le château flottant, malgré sa protection de lumière céleste et son canon de colère divine. Mon laser concentré avait été assez puissant pour percer la protection de la lumière céleste, mais il avait repoussé les attaques physiques et magiques du Seigneur des Mers, apparenté à tête de chien. C'était plutôt puissant pour ce monde. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider. Non, c'était plus que suffisant, merci. Rei baissa la tête, alors je la remerciai. Je me demande si tu souffres encore, si tu aspires à la liberté. CR. En se détournant, elle murmura si bas que même ma compétence, oui fine, la détecta à peine. Je n'ai pas saisi le reste du nom de la personne, mais vu le contexte, je supposais que le sujet du Seigneur Démon à tête de chien lui avait rappelé un vieil ami. J'ai prié silencieusement pour cette CR-bas, probablement morte de mort violente aux mains du Seigneur Démon. Ma sœur, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Sa sœur cadette, Yuneya, se rapprocha, mais Rei secoua la tête avec un sourire forcé. Rei ne semblait pas vouloir en discuter davantage, alors je quittai Paradise Island et me dirigeai vers la forêt de Bolénan. Tu vas déjà affronter un maître d'étage? Imprudent. Ce sera dangereux s'ils ne sont pas au moins niveau 50. Quand j'expliquai le plan à nos professeurs, ils nous demandèrent d'attendre. Ne vous inquiétez pas, ils sont tous déjà niveau 50. Sur ce, le groupe s'exclama de surprise. Tu ne fais pas de power level 1, si? Non, sauf pour rattraper Mia en point d'expérience de temps en temps. Nous utilisions de l'équipement à haute efficacité, des potions, et nous restaurions leur santé et leur magie au combat, mais je ne pensais pas que cela comptait, puisqu'il faisait référence au fait de demander à quelqu'un d'autre d'affaiblir un monstre et de laisser une personne de niveau inférieur le tuer pour gagner des points d'expérience. D'accord, alors nous acceptons votre offre. Monsieur Ishirotoya prit la parole au nom des professeurs elfes. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour vous? En fait, oui, je voulais vous demander un service. J'ai expliqué ma demande de troupes fictives, et elles ont immédiatement accepté de m'aider. Nous devions affronter le maître d'étage dans 3 jours, alors j'avais prévu d'emprunter les poupées vivantes que les elfes utilisaient pour la main-d'œuvre. Cependant, des Spriggans, des Farfadets, des trolls et autres fées de la forêt de Bolénan se sont portés volontaires, ainsi que des guerriers hommes bêtes vivant aux abords de la forêt. Tu n'as pas besoin de venir nous chercher. Donne simplement cette médaille à Lelilil. J'exploiterai le pouvoir de la dryade et de l'arbre-monde pour ouvrir une route des elfes. Ces mots provenaient de la haute elfe, Mademoiselle Ahaz. Malgré son air suffisant, elle était si mignonne que j'avais envie de frotter ma joue contre la sienne. C'est très impressionnant. Eh bien, c'est seulement grâce à la magie abondante de l'arbre-monde. Tout cela grâce à ton aide pour éliminer les méduses maléfiques qui le souillaient, Satou. Mademoiselle Ahaz esquiva timidement le compliment en évoquant le bon vieux temps. Ouvrir une route des elfes directement vers Labyrinth City serait probablement imprudent, pour plusieurs raisons. Nous avons décidé qu'elle la relierait plutôt à l'une des montagnes qui entouraient la ville. Ah oui, Mademoiselle Ahaz. J'ai demandé à la haute elfe si elle savait quelque chose sur les seigneurs démons qui étaient apparus à Labyrinth City par le passé. Nous interférons rarement avec le monde extérieur, alors j'ai bien peur que non. De plus, démons et seigneurs démons n'avaient apparemment jamais attaqué la forêt des elfes. J'ai également interrogé les professeurs elfes, car ils étaient déjà allés à Labyrinth City, mais ils n'avaient pas vraiment d'informations. Ils n'avaient pas été là lors d'attaques. Après que Mademoiselle Ahaz m'eut dit au revoir pour commencer les préparatifs, je me suis rendu à la capitale royale pour livrer des vaisseaux aériens et des épées magiques. En chemin, j'ai exterminé des monstres qui attaquaient le bétail, sauvé la calèche d'un noble qui était attaqué, et j'ai participé à d'autres situations du même genre qui auraient probablement enchanté Arisa, mais je les omettrai, car elles n'étaient pas particulièrement marquantes.
Pendant que j'étais là pour la livraison, j'ai rencontré l'équipe de la compagnie Eshigoya, mais ils semblaient occupés à préparer l'ouverture de la boutique, à négocier des contrats de transporteurs entre Labyrinth City et la capitale royale, etc. Je ne suis donc pas resté longtemps. Je pouvais sans doute faire confiance à Miss Manager et à Tifalisa pour s'occuper de tout ça. Les filles des immeubles de Labyrinth City commençaient également à travailler pour la succursale Celivra de la compagnie Eshigoya, et j'avais déjà enregistré l'ancienne transporteuse Paulina comme directrice de la succursale. Satou, comme souvent, Mia fut la première à me voir revenir avec des souvenirs de la capitale royale. D'après ce que j'avais compris, les sorts de téléportation faisaient volter les esprits, la prévenant quelques secondes à l'avance. Quand j'ai quitté le labyrinthe, le groupe était sur le terrain de chasse, mais ils avaient déjà terminé leur combat de la journée et étaient rentrés à la maison de vacances du labyrinthe avec la magie spatiale d'Arisa. Je le savais, c'est le maître, monsieur. Bienvenue. Puis Pochi et Tama sont arrivés en courant de la maison. Elles semblaient pouvoir sentir le changement spatial ou magique qui avait précédé ma téléportation. Elles ne savaient pas expliquer comment, alors je suppose que même elles ne comprenaient pas vraiment ce qu'elles ressentaient exactement. Elles sont arrivées toutes les trois en même temps. Mia m'a sauté dessus avec un grand bruit. Tama s'est relevée comme pour me tendre un étendoir et a atterri sur mes épaules, enroulée autour de mon cou comme sur son dos. Elle s'est exclamée, Glon, en s'exclamant, ce qui était probablement la faute d'Arisa. Pochi m'a percuté la tête la première, assez fort pour assommer un ours adulte. J'ai utilisé ma main magique pour la rattraper délicatement afin qu'elle ne frappe pas l'arrière de la tête de Mia avec son genou. Arisa a dit. Pochi m'a regardé, les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de lui faire expliquer, mais elle n'arrêtait pas de gémir et de répéter « Arisa », encore et encore. Lisa leur disait souvent de ne pas dire du mal des autres, alors elle avait parfois du mal à exprimer ses problèmes. Instable, Mia a passé la tête derrière Pochi, collée contre elle, pour expliquer, mais je ne savais pas si elle parlait de Pochi ou d'Arisa. Dans ces moments-là, j'aurais aimé qu'elle dise un peu plus. Péter de rire? Veut-elle dire « péter les plombs » ou « péter les plombs », peut-être? Toujours assise sur mes épaules, Tama m'ébouriffait les cheveux tout en me regardant. Comme je n'arrivais pas à obtenir de réponse claire de leur part, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait avec Arisa. J'ai apporté des souvenirs, alors pourquoi ne pas manger et discuter? Des bonbons? Un peu des deux. Elles étaient toutes les trois excitées. Quand mon regard a croisé celui de Pochi, elle a marmonné. J'ai un estomac séparé pour la viande, monsieur. Et a détourné le regard en faisant semblant de siffler innocemment. Si c'était le cas, j'aimerais bien savoir exactement ce qui se passait dans son estomac principal. Bon retour, maître. Merci, Lulu. Je lui tendis un sac de garage rempli d'ingrédients lorsqu'elle m'accueillit à la porte, et je lui donnai quelques instructions pour les préparer. Dès mon entrée, j'entendis Arisa argumenter bruyamment. Écoute, c'est ce que j'essaie de te dire. Notre première attaque devrait être une puissante explosion magique à distance, pour leur voler leurs armes et leur mobilité. Je ne suis pas d'accord. Si cette attaque provoque trop de colère chez l'ennemi, toi et le reste de l'arrière-garde pourriez être en danger, je le déclare. On pourrait toujours se téléporter pour se débarrasser de l'aggro. C'est beaucoup trop risqué. De plus, on dit que c'est l'honneur d'un guerrier d'être le premier à frapper. Nous, l'avant-garde, devrions frapper pour épuiser l'ennemi, et une fois qu'il se déchaînera, toi et l'arrière-garde pourrez le coincer avec la magie. Mais, Lisa, quelqu'un pourrait être blessé entre-temps, comme toi ou Tama et Pochi. Arisa, tu devrais t'inquiéter pour moi aussi, j'insiste. Mais c'est toi le tank, Nana. Tu as encaissé une triple attaque de magie, de souffle de feu et de croc du hydre mage sans une égratignure, tu te souviens? Je suis sûr que tu pourrais tout aussi bien vaincre un démon intermédiaire. C'était uniquement grâce à mon équipement et à mes nouvelles capacités, je le déclare. Tous mes compliments pour cela devraient être adressés au maître, je recommande. La situation semblait s'échauffer. Attendez, avait-il combattu une hydre mage alors que je les avais spécifiquement avertis de ne pas le faire à cause de son attaque hypnotique? À moins qu'elle ne les attaque en premier, je ferais mieux de les réprimander après le dîner. Ah, maître, bon retour, monsieur. Je célèbre le retour sain et sauf du maître, je le déclare. Remarquant mon arrivée, Arisa et les autres interrompirent leur discussion pour me saluer. Merci. En tout cas, j'avais compris l'essentiel de la situation maintenant. Alors, Arisa, Lisa et Nana discutaient de stratégie, et tu pensais qu'elles se battaient, Pochi? Oui, mais aussi non, monsieur. Arisa va trop loin, monsieur. Quoi? Allez. J'ai juste dit à Lulu d'utiliser son fusil pour abattre un oiseau, c'est tout. Arisa, c'est déjà assez difficile d'atteindre un oiseau avec mon pistolet laser, alors c'est beaucoup demandé d'essayer de le toucher avec une vraie balle de fusil, tu sais. Lulu posa fermement une main sur la table en réprimandant Arisa. Mais tu l'as déjà fait, non? Avec une lunette, et seulement quand il s'est immobilisé au sommet d'une falaise.
Je ne pense pas que je pourrais en atteindre un qui volait comme Pochi. Lulu se tapota le menton d'un geste mignon et pensif en répondant, puis se dirigea vers la cuisine avec les ingrédients que je lui avais donnés. Alors Pochi en a touché un? Oui, monsieur, avec un tir de lame magique. Pochi marmonna cette dernière partie. Elle a dû s'impatienter à l'idée de l'atteindre et a utilisé le bout du fusil comme une épée pour tirer un tir de lame magique. Pochi est incroyable? Un tir de lame magique courbé. S'installant sur mes genoux, Tama leva les yeux vers moi et me rapporta joyeusement les prouesses de Pochi. Tama avait déjà tiré un tir de lame magique courbé par inadvertance, mais cette fois, on aurait dit que Pochi avait réussi à le courber délibérément après avoir tiré, comme un certain capitaine pirate de l'espace. Il faudra que j'essaie ça aussi, un de ces jours. Mais pourquoi t'entraînais-tu avec un fusil, au fait? Au cas où on devrait affronter quelque chose de trop dangereux pour s'approcher, répondit Arisa. Un tir de lame magique ne suffirait-il pas pour ça? Pas s'il a des capacités de neutralisation magique. De plus, je parie que certains maîtres d'étage peuvent voler, et ils auraient probablement une forte résistance à la magie. Je voulais donc m'assurer qu'on ait des options d'attaque physique à longue distance. Je vois, c'est donc ce qui s'est passé. Dans ce cas, on a bien de la chevrotine pour le fusil. Oui, mais on risque des tirs amis, et ils ne seraient pas assez puissants de toute façon. Avec des balles accélératrices, je suis sûr que même une chevrotine pourrait faire de sérieux dégâts. Avec une accélération suffisante, une de ces balles pourrait même détruire un navire de guerre. Bon, ça suffit, on pourra continuer cette discussion après le dîner, s'il vous plaît. Après avoir fini de préparer le repas, Lulu frappa dans ses mains pour attirer l'attention de tous et déclara la fin du débat, ce qui était probablement la bonne décision. Si personne ne la forçait à se taire, la discussion pourrait se poursuivre jusqu'à ce que le dîner refroidisse. Oh, c'est du bœuf persillé? Où l'as-tu trouvé? Oui, en revenant de la capitale royale, j'ai remarqué un ranch attaqué par des monstres géants. Je les ai chassés, et ils m'ont donné ceci en guise de remerciement. Le ranch était apparemment au service de la famille royale, et en signe de reconnaissance, il m'avait offert de la viande du bétail omis que les monstres avaient mangé. Le propriétaire s'était excusé pour les dégâts, mais difficile de trouver à redire à ce magnifique mélange de viande maigre et grasse que j'avais sous les yeux. Mais je devais être reconnaissante envers les standards ridicules de cet homme, car cela signifiait que j'étais payée en marchandises plutôt qu'en or pour mes services. 10 énormes assiettes de viande finement tranchée étaient maintenant magnifiquement disposées sur la table. À côté, une marmite à la forme particulière dégageait de la vapeur. MMMGH. Je n'aurais jamais cru pouvoir remanger du shabu-shabu en venant ici. Monsieur Viande est si plat, monsieur? Mouhou? Pochi et Tama se sont baissés à hauteur de table pour confirmer la finesse de la viande, puis ont levé les yeux vers moi, perplexes. Ils pensaient probablement que la viande était meilleure servie en grosses portions épaisses. Je vais leur prouver à quel point ils se trompent délicieusement. Alors ça s'appelle du shabu-shabu, et... oubliez ça, on se met à table. Arisa m'interrompit brusquement, alors je laissai le repas commencer. Les grandes assiettes de viande étaient entourées de bouteilles de sauce sésame et de ponzu, de plats de condiments et d'autres garnitures variées. Parmi les condiments, on trouvait du radis d'écon râpé, de la carotte et du gingembre, ainsi que des oignons émincés, de la pérille verte et des oignons verts, sans oublier les graines de sésame restantes de la sauce, des noix concassées, du wasabi et bien d'autres ingrédients, chacun dans son propre bol. Ce genre de repas était toujours plus amusant avec une multitude de choix. J'avais pensé préparer du crabe et du sashimi en plus du bœuf, mais comme c'était la première fois que nous mangions du shabu-shabu, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur le bœuf. On prend un morceau de viande avec des baguettes comme ça, on le plonge rapidement dans l'eau chaude, puis on le trempe dans la sauce et on le déguste. J'ai montré chaque étape au fur et à mesure de mes explications. J'ai d'abord goûté la viande avec un peu de sauce ponzu nature. J'ai immédiatement compris pourquoi ce ranch était le fournisseur exclusif de bœuf omi de la famille royale. La qualité rivalisait avec le bœuf de Kobe et le bœuf de Matsuzaka que ma compagnie m'avait offert il y a longtemps. Le thon que nous avons mangé dans la mer du Sud aurait pu égaler sa texture fondante, mais seul le bœuf avait cette saveur si particulière. Tu peux utiliser les condiments que tu veux, mais essaie d'abord avec juste la sauce. Sur ma suggestion, Lisa prit un morceau de viande et le trempa dans l'eau, l'air inutilement intense. Comme certaines filles n'étaient toujours pas très douées avec les baguettes, surtout Pochi et Tama, je leur ai donné des pinces fines à la place, car la viande risquait de tomber à l'eau si elles utilisaient une fourchette. J'ai fabriqué 4 jeux de pinces, chacune avec un motif différent imprimé sur le manche, un chien, un chat, un poussin et un lapin. Nana s'empara aussitôt de la pince à poussin. Ça doit être au moins 1 à 5. Je pourrais en manger une éternité. C'est délicieux, monsieur. La viande des fives est aussi forte que la baleine et le thon, monsieur.
Miam, la sauce sésame est invincible, je vous assure. Mademoiselle Nana, c'est délicieux avec du ponzu et du radis décon râpé aussi. Miam, tout le groupe encensa le repas à l'unisson. Même Mia semblait apprécier son goût léger, malgré son aversion habituelle pour la viande. Lisa seule mâchait en silence, les yeux plissés de bonheur, elle était donc probablement absorbée par la saveur. J'étais heureuse de la laisser savourer comme elle l'entendait. Arisa, Pochi et Tama se goinfraient les joues comme des tamias. J'en avais plus de 90 kilos. Ils pouvaient en manger autant qu'ils voulaient, mais Arisa devait faire attention à ne pas trop manger. Ah, la sauce sésame est toujours aussi délicieuse, mais le ponzu est tellement bon aussi. Et qui aurait cru que des condiments pouvaient changer le goût à ce point? Arisa, vous ne pouvez pas me duper en me poussant le wasabi en disant ça, monsieur. Même moi, j'apprends par l'expérience, monsieur. Pochi a percé à jour le plan d'Arisa, mais a crié en croquant dans un des poivrons verts enrobés de viande que j'avais préparé en accompagnement. Elle a dû trouver celui épicé que j'avais ajouté. Sauce sésame, miam. Tellement bon? Tiens, c'est tellement bon que j'ai peur de trop manger. C'était amusant de les regarder choisir leur sauce et condiments. Lulu essayait de se retenir de peur de prendre du poids, mais l'attrait du bœuf au mie menaçait de la briser. Délicieux. Lisa mangeait le sien d'une manière inhabituelle. Il le trempait dans l'eau chaude, puis ajoutait un peu de wasabi et de sauce soja. J'ai décidé d'essayer. Je réserve habituellement cette méthode au sashimi, mais c'était vraiment bon. Maya, Spicy, Shir, piégé. Malheureusement, Tama, Pochi et Mia décidèrent de nous imiter et se roulèrent en se tenant la bouche et le nez. J'éclatais de rire malgré moi, ce qui les poussa toutes les trois à me frapper de leurs petits poings. Désolé, tiens, bois ça. Je tendis au jeune trio, les yeux pleins de larmes, des tasses de chocolat chaud avec un peu de lait pour faire passer le wasabi. Je suis tellement repu. C'est du chocolat chaud? Faisons de la fondue au chocolat et du fromage un de ces jours. Remarquant le chocolat chaud, Arisa s'approcha de moi avec une nouvelle demande. J'avais mangé beaucoup de fondue au fromage sur terre, mais je n'en avais jamais fait. Ce serait peut-être amusant d'essayer d'en faire une fois. C'est quoi, le fondue, monsieur? C'est quand on met du chocolat ou du fromage sur de la viande à fondue. L'oiseau à fondue ne se trouve que près des sources les plus claires des montagnes, c'est donc un plat mythique. Chasse à la fondue? Allons en chercher, monsieur. J'en doute. Pochi et Tama crurent à la fable d'Arisa, mais Mia la vit immédiatement. Apparemment, Daisaku le héros avait aussi transmis le savoir de la fondue au fromage à la forêt de Bolénan. Le lendemain du festin de Shabu Shabu, j'ai préparé une recette médicinale qui aurait été douce pour l'estomac, mais pour une raison inconnue, tout le monde l'a rejetée. Pas de viande. Pochi est désolé, monsieur. Alors, s'il vous plaît, donnez-nous un peu de viande, monsieur. Tama et Pochi levèrent vers moi des yeux ronds et pitoyables, ils semblaient croire à une punition. Pochi illustra adorablement le « peu » en joignant deux doigts. Tama, Pochi, c'est bien au-dessus de nos forces d'exiger du maître de la cuisine qu'il nous offre si gentiment. Lisa les réprimanda, mais sa voix sonnait creux. Elle semblait tout aussi choquée par le manque de viande. J'ai utilisé des os de poulet pour le bouillon, il ne devrait donc pas être si mauvais. Je ne veux pas de cette cuisine végétarienne New Age alors que je ne suis même pas au régime. Allez, donnez-nous des protéines, s'il vous plaît. Où est le bœuf? À ma grande surprise, même Arisa était contrariée. J'avais ajouté du tofu et des haricots, il restait donc suffisamment de protéines. Les trois autres préféraient les légumes et ils en mangèrent sans se plaindre. Pour les 4 amateurs de viande qui réclamaient plus de protéines, je préparais des steaks de baleine et les laissais en manger à volonté. Cependant, j'empêchais Arisa de trop manger, car son métabolisme était naturellement lent, car elle faisait partie de l'arrière-garde. La dernière chose que je voulais, c'était de me retrouver au régime avec elle. Merci de nous avoir accueillis, Satou. Alors que j'attendais près de la porte sud de la cité du labyrinthe, je vis l'un des professeurs elfes émerger de la mer de Plantveria, hors des sentiers battus, accompagné de quelques guerriers trolls. Les trolls étaient une race de fées douces, composée de petits géants robustes à la peau verdâtre. Difficile de les distinguer de loin, car ils portaient tous des capes à capuche. Les autres ne sont pas avec vous, monsieur Ishirotoya? Non, ils attendent dans les montagnes. J'ai pensé que ça ferait du grabuge si nous entrions tous en même temps, alors nous avons décidé de venir par groupe d'environ 5, menés par ceux d'entre nous qui parlent le shigan. Ça ne m'était même pas venu à l'esprit, j'étais reconnaissante de la prévoyance des elfes. J'ai utilisé la magie de lumière pour créer une illusion sur les trolls et les faire ressembler à des petits géants, une race plus commune. Monsieur Aya portait une amulette d'humanité comme celle de Nana, se déguisant en humain. J'avais déjà prévenu les gardes de la porte sud de la visite de mes invités, alors ils ont laissé passer tout le monde après une rapide vérification de la taille du groupe et de leur race, que nous avions bien sûr déguisée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les petits géants qui vivent à l'est. Zut, ils sont énormes.
Encore plus gros que l'ogre que j'ai vu au nord, une fois. Tandis que je guidais Aya et sa compagnie vers la guilde ouest, ma compétence, oui fine, capta les bavardages des habitants. Ils n'avaient probablement jamais vu de troll auparavant. Et, ce n'est pas le jeune maître Pendragon qui nous ouvre la voie? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je ne vois pas les petites filles ni cette nana au sein énorme qui l'accompagne habituellement. Eh bien, j'ai entendu dire que mademoiselle Lisa de la Lance Noire et mademoiselle Lulu, la reine des pucelles, sont entrées dans le labyrinthe il y a quelques jours. On aurait dit que nous étions devenus relativement célèbres parmi les jeunes explorateurs de la ville, peut-être grâce à des activités comme la soupe populaire et autres. Tu crois qu'il amène ces petits géants avec lui pour battre le maître d'étage? Alors il va laisser l'argent parler pour lui. Je me demande s'il nous engagerait aussi. N'y pense même pas. Si un groupe capable de terrasser un maître de zone bestiale sans une égratignure engage de l'aide pour ça, alors on ne servirait même pas de bouclier. Parfait. J'avais atteint mon objectif, attirer une foule nombreuse pour me voir me promener avec des mercenaires. Arrivé à la guilde ouest, les témoins étaient nombreux. On dirait que les trolls devraient pouvoir entrer sans problème. L'entrée de la guilde était immense, même les trolls de 3 mètres pourraient y entrer. Je suis Ichiro Toya, un explorateur au badge de bronze. J'aimerais inscrire quelques membres du groupe. Aya brandit un badge de bronze rouillé en s'adressant à la réceptionniste. Bien sûr, ils s'inscriront comme badge de bois? D'accord, je remplirai les papiers pour eux, si vous êtes d'accord. La réceptionniste acquiesça, et Aya s'occupa d'enregistrer les trolls. Nous entrâmes dans le labyrinthe, et bientôt, je téléportai tout le monde aux sources chaudes du labyrinthe, où se tenait la fête. Ils avaient déjà rempli leur rôle, mais je ne voulais pas les renvoyer directement, alors je prévoyais de les laisser profiter des sources chaudes avec un banquet et de l'alcool. Seigneur Satou, vous avez amené des trolls en premier? Pas étonnant que vous ayez eu besoin de mon aide. Le Lilil, à qui j'avais demandé de l'aide au manoir du Lierre, semblait tout excité d'accueillir les invités. Prévenez-moi si nous manquons de provisions. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de vin et d'hydromel. Je vous laisse vous occuper de la fête de bienvenue, alors. Oui, monsieur, vous pouvez compter sur moi, monsieur. Laissant le reste entre les mains expertes de Le Lilil et de ses poupées vivantes, j'ai emmené monsieur Aya à la maison de vacances où le groupe l'attendait. Après Aya, j'ai amené le reste des professeurs, accompagnés de Spriggans, de lutins et d'autres races diverses. Il y avait près d'une centaine de personnes. Heureusement, Gilil, le grand-père de Le Lilil, et quelques autres lutins sont venus en renfort, ce qui nous a permis de tout installer sans trop de difficultés. J'ai remercié Gilil et les autres et j'ai amené les 2 derniers professeurs elfes à notre maison de vacances initiale avec Return. Yae, c'est mademoiselle Poa, monsieur. Mchia, salut? Pochi et Tama nous ont repérés les premiers et ont agité les bras avec enthousiasme. Hé, Pochi, tu t'entraînes ou quoi? On s'entraîne plus tard. Prépare ton épée en bois. Oui, monsieur. La maîtresse de Pochi, mademoiselle Portomea, sourit en soulevant l'épée magique rose-bleue que je lui avais donnée. Pochi s'enfuit dans sa chambre, puis revint en courant, brandissant triomphalement 2 épées magiques en bois au-dessus de sa tête. Elle semblait prête à s'entraîner à l'instant. Tama, tu vas bien, je vois. Je m'en sors super bien, vraiment? Nin Nin, le professeur de Tama, monsieur Shishituya, était un elfe aux allures de samouraï. Il parlait et se tenait comme un noble guerrier, mais avec son air d'enfant, il me faisait penser à un adorable petit collégien cherchant à paraître cool. Ces 2-là ne semblaient pas pressés de commencer leur propre entraînement, alors je les ai emmenés dans la partie de la maison de vacances où d'autres attendaient, comme les professeurs de Lisa, monsieur Gurgapoya et monsieur Yusek, ceux de Nana, monsieur Keryul et mademoiselle Jimasarua, et le professeur d'autodéfense de Lulu, monsieur Ichiro Toya. Hé, Shia, Poa n'est pas avec toi? Elle est déjà partie s'entraîner avec Pochi dans le jardin. Franchement, c'est une vraie maniaque du combat. Bravo, en tant que pacifiste, je me sentais proche des 6 professeurs présents. On dirait que je ne peux pas vous égaler, mademoiselle Lisa. Non, je n'ai jamais affronté un adversaire aussi fort que vous, Sir Keryul. Sans compter Satou? Oh, le maître est dans une catégorie à part. Lisa et Keryul le nain discutaient après leur affrontement, même s'il n'y avait pas eu d'épée. Ils se livraient moins à une dégustation de vin qu'à une dégustation de viande dans un coin du salon. Lisa me vantait, mais je ne trouvais pas mon palais exceptionnel. Je pouvais déceler la moindre différence de goût grâce à mon niveau de cuisine, mais je ne pouvais certainement pas distinguer la provenance ou le sexe de l'animal d'une seule bouchée comme ces 2-là. Même si, il faut l'admettre, je pouvais obtenir cette information grâce à mon écran de rat. Lisa et Keryul n'étaient pas les seuls à être dans leur petit monde. Je m'en doutais, alors les plus grandes menaces à surveiller sont la magie de neutralisation et le mode déchaînement dans lequel ils entrent lorsque leurs PV sont bas. Monsieur Seoru, homme des ombres, enseignait à Arisa les dangers des combats contre les maîtres d'étage.
Apparemment, il avait fait partie du groupe du sage elfe Monsieur Trazayuya à Labyrinth City en tant qu'éclaireur. Je l'avais invité quand j'avais appris qu'il avait lui aussi déjà vaincu un maître d'étage. Mademoiselle Arisa, vous êtes très forte. Mais un maître d'étage est une classe à part. Même notre maître, qui a un jour chassé un dragon, a échoué 2 fois sur 3. Si vous décidez de ne pas gagner, mieux vaut battre en retraite au plus vite et attendre la prochaine occasion. Merci, monsieur Seoru. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Nous avons plus d'un tour dans notre sac. Nous allons tout écraser demain. Et après, nous préparerons un festin comme vous n'en avez jamais vu. D'une certaine manière, les avertissements de monsieur Seoru semblaient n'avoir fait qu'attiser l'excitation d'Arisa. C'est bien beau, mais c'est moi qui vais devoir préparer ce festin, non? J'aurais préféré qu'elle ne me mette pas la barre plus haut. Honnêtement, j'avais l'impression que mon répertoire commençait à s'épuiser. Je connaissais déjà une bonne dose de cuisine féerique grâce aux leçons du groupe de recherche culinaire des elfes, mais ces derniers en avaient probablement déjà assez. Ces derniers temps, je préparais surtout des plats occidentaux et japonais, alors peut-être devrais-je me concentrer sur la cuisine chinoise ou sur des plats de ma propre création. Tout le monde est prêt? Le lendemain matin, j'appelais mon groupe blindé. L'avant-garde était parée de l'armure brillante en alliage d'oricalque, devenue leur nouvelle référence, et l'arrière-garde était tout aussi resplendissante dans son armure de robe en fibre d'oricalque, qui boostait la magie. J'avais aussi confectionné une tenue de servante de combat en fibre d'oricalque pour Lulu, mais l'or brillant ne lui allait pas du tout, alors je l'ai recouverte d'une simple couche de noir à l'extérieur. La combinaison qu'elle portait en dessous était en cuir argenté. Puisque Lulu était également chargée de protéger Arisa et Mia en cas d'urgence, elle était presque aussi lourdement blindée que Nana, malgré son rang à l'arrière-garde. « Oh oui, maître », répondit Lisa d'une voix rauque. Ils semblaient tous nerveux à l'idée du combat imminent contre les maîtres d'étage, mais la chef de combat Lisa et la commandante Arisa semblaient particulièrement alarmées par leurs responsabilités supplémentaires. « Oui, monsieur, on a plein de paniers repas et de collations, monsieur. Et des bananes aussi, bien sûr, monsieur. Les bananes sont dans leur propre catégorie, monsieur. » Pochi et Tama posèrent, une banane dans chaque main. Mon regard se tourna aussitôt vers Arisa, mais elle était si nerveuse qu'elle ne remarqua même pas son regard accusateur. L'inspection du matériel est terminée. Le panier repas que Lulu m'a préparé contient un motif de poussin, je vous le signale. Entièrement blindée, Nana sortit la pochette contenant son bento de son pack fait et me la montra. Vous 3 ne devriez vraiment pas privilégier vos déjeuners à votre armure. Maître, je veux ouvrir la porte de la salle des épreuves. Très bien, je vais vous aider à la voir, alors. J'ai projeté dans les airs l'image de la salle des épreuves, le lieu où nous affronterions le maître d'étage. L'observant pour confirmer sa destination, Arisa a utilisé porte-portail pour créer un portail menant à cette salle. Les sorts de magie spatiale comme téléportation et porte-portail ne nécessitaient pas de tablette scellée, mais en contrepartie, l'utilisateur devait parfaitement connaître la destination ou être capable de la confirmer visuellement. Très bien, allons à la salle des épreuves. Nous avons franchi le portail ensemble. Les filles avaient déjà débarrassé la salle des monstres la veille. Grâce à elles, je n'avais plus de points rouges sur mon radar. J'ai attendu que le groupe ait fini de préparer les sorts de soutien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est moi qui invoque le maître d'étage? D'accord, je m'en charge. C'était le rôle le plus dangereux, alors je me suis portée volontaire, mais les yeux d'Arisa brillaient lorsqu'elle a insisté pour le faire elle-même. Monsieur Seoru a dit hier que tu ne pouvais pas bouger pendant une dizaine de secondes après l'invocation. Je vois, n'oublie pas d'activer une magie défensive avant, d'accord? Et ne baisse pas ta garde. Oui, je sais, tu es tellement inquiète. J'ai rechargé la magie d'Arisa avec transfert de mana en l'avertissant. Le groupe s'est mis en formation de combat autour du centre vide de la salle. Le type de magie utilisé dépendrait du type de maître d'étage qui apparaîtrait, donc Mia était bien placée pour que Nana et Lulu puissent la protéger. Nous avions également installé des zones de campement, des tranchées et des fosses la veille. Ok, tout le monde en position? C'est parti, j'ai utilisé ma magie du vent pour transmettre la voix d'Arisa à tout le monde, sinon elle résonnerait dans toute la grande salle. Arisa a placé le noyau qui déclencherait l'invocation dans le bocal au motif mystérieux sur l'autel. Je suis de ceux qui défient l'impossible. Aussi mortel que je sois, je défie les dieux comme les démons, et même la structure même du monde. En réponse à l'incantation mélodramatique d'Arisa, une lumière rouge inonda la pièce et forma un cercle d'invocation. Je suis venu défier un maître d'étage ici et maintenant, pour prouver ma détermination. Le cercle d'invocation se mit à scintiller lentement, presque comme une pulsation. Bientôt, je viendrai à toi avec 3 preuves en main. Un grondement sourd s'éleva au rythme de la pulsation lumineuse, ainsi qu'un bruit aigu, tel un bourdonnement dans mes oreilles. Je suis le défieur. Ô épreuve, comparez devant moi maintenant. Le cercle d'invocation s'illumina si intensément qu'il était presque douloureux à regarder.
Et puis, une silhouette humanoïde en sortit.